Si notre passé n'est que souvenir du présent, une impression factice d'actes oubliés, il est pourtant un outil à construire notre futur. Empire, mythologie, religion, philosophie, courant de pensée, l'homme a toujours trouvé raison à la mort, essayant simplement de comprendre à quoi allait être réduit son sort. Je vous invite aujourd'hui à revenir aux âges d'antan et parcourir les limbes du temps. Bonjour et bienvenue dans les limbes du temps, seconde série de la chaîne qui va tourner autour de la thématique de la mort également. Cependant, l'approche sera bien différente. Si à travers un dernier testament nous explorons la pensée afin de la redéfinir, nous choisirons ici les points de vue historiques et spirituels. Nous tenterons donc de percer les mystères et les mythes que l'homme a construits au fil du temps sur la mort afin d'en tirer un enseignement à potentiellement mettre en application dans notre vie. Mais avant la création des religions, des mythologies ou des pensées philosophiques, nous devons remonter à bien plus loin dans le temps. Je vous propose dans ce premier épisode de nous plonger à travers la préhistoire. Nos deux premiers questionnements seront donc: si l'homme pense la mort, la pensait-il déjà en tant qu'animal, mais aussi quand s'est-il réellement démarqué des autres animaux et est devenu l'homme? L'homme, cet animal. Les animaux ont déjà une forme de conscience de la mort. Certains paraissent tristes et même en état dépressif après la mort d'un proche. C'est le cas de certains singes et même d'éléphants. On observe une réelle attention portée au cadavre des défunts et parfois même chez les singes des formes de rituels. Le cadavre finit tout de même par être abandonné et évidemment, celui-ci n'est pas enterré. Ces observations ne sont valables que pour quelques individus et on ne peut pas en faire une généralité. Cela met pourtant en évidence un mécanisme. La conscience de la mort ne se fait pas du jour au lendemain. Si elle est présente chez quelques individus, il est possible qu'elle se développe à l'ensemble d'une communauté, puis d'une espèce, comme un phénomène évolutif. La conscience de la mort par l'homme a sûrement pris cette forme à un moment. Elle n'est pas précise et définissable à travers une date, il lui a fallu du temps. De manière plus générale, en y réfléchissant, nous possédons tous un instinct de survie, une forme de souffle de vie nous poussant à persister à travers le temps, et donc à nous reproduire et engendrer une descendance. C'est une condition nécessaire à la vie. Et par cette conception de la vie, nous possédons forcément un instinct de mort, car les deux ne sont pas dissociables. Nous tentons donc de la repousser activement ou passivement par le simple fait de continuer à vivre. Ainsi, nous avons déjà une certaine manière de voir la mort. Nous reviendrons évidemment sur cette question plus tard dans un épisode complet consacré uniquement aux animaux et leur perception de la mort. Mettons-la de côté pour l'instant et revenons à la naissance de l'espèce humaine. La séparation entre l'homme et les grands singes s'est faite aux alentours d'il y a 7 millions d'années. Cependant, le genre Homo n'a réellement émergé qu'il y a 2 à 3 millions d'années à travers différentes espèces. Ces dates sont obligatoirement approximatives. L'homme étant le résultat d'une longue évolution sur plusieurs centaines de milliers d'années, il ne peut s'être transformé du jour au lendemain. Les historiens parlent finalement d'hommes modernes similaires à nous, daté d'il y a seulement 20 000 à 10 000 ans. Il n'y a donc pas de réponse précise quant à l'apparition de l'homme, mais il était important de rappeler les grandes étapes de ce long processus. Nous dégagerons comme conclusion de cette partie que la perception de l'homme vis-à-vis de la mort a dû prendre énormément de temps à se mettre en place, et n'est pas réellement définissable. Elle est également différente de celle des animaux, car si nous avons en commun une forme d'instinct de vie et de mort, l'homme a généralisé la pratique mortuaire à l'ensemble de sa communauté. L'absence d'enterrement chez les animaux souligne l'importance de cette pratique comme nouvelle conception de la mort chez l'homme. Un point de départ. La pratique de l'enterrement est le propre de l'homme et prouve sa vision différente des autres animaux. Elle pourrait alors constituer un point de départ historique quant à la conception de la mort par l'homme. Et avant de nous demander quelles sont les premières traces de rites mortuaires, il est important de revenir sur ce que nous cherchons vraiment. Une réponse simple serait la volonté d'un individu à conserver le corps d'un défunt. En gros, l'enterrer. Retrouver des ossements ne suffit donc pas, il faut un signe d'un véritable traitement funéraire signalant le respect accordé au défunt. On a besoin pour cela de 3 ingrédients. Le corps doit être recouvert de matériaux autres que de la terre. Il doit être mis dans une position spécifique et accompagné d'objets. Très bien, nous avons notre recette, allons chercher les ingrédients. Notre premier cas se situe en Espagne sur le site de la Cima de los Juanos, daté de 430 000 ans. De nombreux fossiles humains ont été retrouvés dans un puits
accompagné d'un biface taillé qui aurait pu servir de dépôt funéraire. Celui-ci n'a pas servi d'outil et a directement été posé avec les défunts. On l'a surnommé pour la blague Excalibur. Cette date ne peut pourtant pas constituer un véritable point de départ, car la chose fait encore débat et nous ne pouvons pas être sûrs que ce biface ait réellement servi de dépôt funéraire. L'événement n'est pas inintéressant et il vient mettre en évidence que des bribes de volonté de sépulture peuvent s'être éparpillées à travers les âges sans avoir forcément eu de succession. Le cas de la Cima de los Ruenos est possiblement un cas isolé et l'homme ayant déposé Excalibur pourrait être simplement en avance sur son temps. Les sépultures faisant davantage consensus au sein de la communauté scientifique sont celles de Skhoul et Kafzeh en Israël, datées d'il y a environ 100 000 ans. Celles-ci, contrairement à la Cima, ne permettent pas de doute. Elles sont des sépultures volontaires et réunissent nos 3 ingrédients. Les corps sont dans des positions particulières, une ocre rouge recouvre les défunts. Cette ocre sera d'ailleurs réutilisée dans la majorité des sépultures jusqu'au néolithique sans que nous ne sachions pourquoi encore aujourd'hui. Et une mandibule de sanglier accompagne les 10 corps de Skhoul. Celle de Kafzeh en compte 25 au total. Leurs études représentent une avancée majeure dans la compréhension de l'homme préhistorique lors de leur découverte au début du XXe siècle. De nombreuses autres sépultures suivront par la suite et renforcent les dates choisies comme point de départ. On peut citer pour cela les cas des sépultures de Néandertal au site de Laferracie en Dordogne, datées de 60 000 à 75 000 ans, ou encore celle de Shanindat en Irak, datée de 50 000 ans. Le squelette était couché sur un véritable lit de fleurs. Le site de La Chapelle-Sainte-Anne en Corrèze révèle un squelette d'homme édenté et très âgé. Celui-ci a possiblement été nourri par les autres alors qu'il ne pouvait plus agir pour la survie du groupe. Cela témoigne d'un véritable respect de cette personne ainsi qu'une compréhension de la vieillesse. D'autres pistes à explorer. Si les rites mortuaires nous semblent un bon compromis, elles sont une vérité à cependant remettre en question. Tout d'abord, elles ne représentent qu'un échantillon de la véritable population de l'époque, ainsi nous ne pouvons pas estimer la proportion de ces pratiques à travers toute l'espèce. Si elles sont apparues il y a 100 000 ans, nous ne savons pas avec exactitude comment se sont-elles répandues derrière. Cela rappelle le principe même de l'évolution, s'exprimant à travers le temps et de longs processus. De plus, d'autres modes de traitement funéraire, prouvant une certaine conscience de la mort, pouvaient exister auparavant sans que nous ne puissions en percevoir les traces. L'incinération, l'abandon d'un cadavre pour des bêtes sauvages considérées comme des divinités, ou encore du cannibalisme sous forme de rituel, sont des cas envisageables. Il est également possible que d'autres découvertes se fassent au fil du temps. Le site de la Cima en Espagne vient poser de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu, et d'autres découvertes n'aboutissant qu'à peu de conclusions sont également possibles, comme les grottes de Rising Star en Afrique du Sud. Il faut être conscient de notre propre ignorance sur certains sujets et considérer que de nouveaux éléments peuvent encore émerger, ou non, certaines choses nous échapperont sûrement pour toujours. D'autres points de départ sont également envisageables et viennent nuancer le tout. Est-ce que car nous n'enterrons pas nos morts, nous ne percevons pas la mort? Quand l'homme préhistorique observait le corps désormais inanimé de son camarade, ne pensait-il pas que celui-ci n'était déjà plus de ce monde? D'après l'auteur Georges Bataille, l'artisan préhistorique possédait une conscience transgressive de la mort. Il savait que la pierre qu'il taillait allait rester. Les peintres préhistoriques dessinaient également dans le but de laisser une trace subsistant à leur trépas. Et ce serait par ces phénomènes de transgression que, selon lui, l'homme commence à posséder une conscience de la mort. Sa théorie met en scène le biais d'un processus évolutif et peut représenter une certaine vérité. Si le point de départ situé il y a 100 000 ans peut être remis en question, il permet tout de même un certain confort afin de conclure. Et c'est notre questionnement à son propos qui nous permet de garder un esprit critique. Art et rituel. Maintenant que nous avons notre point de départ, nous pouvons dérouler le fil du temps. Nous avons déjà cité quelques sépultures de Néandertal suivant celles de Skhoul et Kafzeh. Penchons-nous maintenant sur d'autres avancées de la pensée liée à la mort. Nos indices sont similaires, nous nous concentrons toujours sur le traitement funéraire se complexifiant grandement, mais également sur l'art. Les sculptures et dessins sont restés à travers le temps et nous permettent d'en apprendre davantage. On remarque une véritable augmentation des pratiques funéraires ainsi que leur complexification aux alentours de 30 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, selon l'endroit, les corps adoptent de plus en plus des positions identiques. Par exemple, ils sont orientés vers l'est, correspondant au lever du soleil, possiblement considéré comme divin.
Un autre phénomène intéressant se retrouve dans le cas des sépultures doubles, triples ou multiples. Si plusieurs personnes sont enterrées au même endroit, est-ce que cela signifie qu'elles s'accompagnent mutuellement dans la mort ou encore qu'elles possèdent un statut social différent, l'une étant située par rapport à l'autre? Le cas des enfants de Grimaldi est également très interrogateur. L'un d'eux est mort d'une carence en vitamine D et l'autre d'un projectile. Le second pourrait bien s'être fait tuer pour accompagner le premier dans la mort. La structure des tombes se complexifie également. On utilise petit à petit de la pierre, les ornements deviennent plus conséquents et les objets sont nombreux et diversifiés. Os de mammouth, coquilles, silex, figurines, armes et bijoux. L'art paléolithique émerge également. L'une de ses représentations les plus connues se retrouve dans les grottes de Lascaux. La vision naturaliste pense que ces peintures représentent la vie et son mouvement. Cela implique donc forcément la mort. On peut citer le rhinocéros laineux agonisant dans la grotte Chauvet. Les hommes ne sont pourtant jamais représentés directement comme morts, bien que dans certains cas, celle-ci semble inévitable, comme l'homme chassé par un bison dans la grotte de Villars en Dordogne. Dans quelle mesure les artistes se mettaient à la place des protagonistes et se représentaient la mort? La vision naturaliste est cependant très contestée aujourd'hui. On associe bien plus les peintures au chamanisme. L'art devient donc pariétal. Les représentations d'animaux serviraient de pont vers leur esprit et permettraient lors de rituels d'ouvrir un passage vers l'outre-monde. D'autres formes d'art émergent, comme la sculpture. Les figurines de Vénus, datées de 30 000 ans pour certaines, représentent le début de la pensée du totémisme, vision spirituelle à travers laquelle les animaux sont vénérés et représentés sous forme de totems. Les figurines de Vénus étaient au début pensées comme dépôts funéraires, mais il semblerait qu'elles aient davantage un usage quotidien, car des trous à l'intérieur permettaient de passer un fil et de les porter. Une autre curiosité est ceci, un propulseur en bois de renne daté de 15 000 ans. 3 chevaux sont sculptés dessus, un vivant, un agonisant et un mort. Ce propulseur est considéré par certains comme un memento mori et serait le fruit d'une réflexion complexe sur la mort rappelant à l'homme sa vanité. Comme l'évoque Georges Bataille précédemment cité, seules nos œuvres nous survivent et le phénomène de transgression se voit particulièrement dans celle-ci. Toutes ces apparitions prouvent une véritable émergence des croyances, et notamment celle du respect des ancêtres. Une transcendance de l'esprit est également pensée à travers les rites chamaniques. C'est également les débuts de l'animisme, le fait de voir des divinités à travers la nature. Véritable première pensée spirituelle avec le totémisme. Un nouveau mode de vie. Les hommes jusqu'ici encore nomades finissent doucement par s'établir en comprenant le fonctionnement de certaines plantes. Ils établissent des regroupements où ils vivent désormais tout le temps. C'est l'apparition de l'agriculture. Ce progrès, daté d'il y a environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, correspond à l'émergence de l'homme moderne. L'agriculture apparaît dans la zone du croissant fertile, puis s'étendra quasiment à la totalité des humains sur Terre. Les progrès dans ce berceau de l'agriculture vont se faire petit à petit et vont permettre à l'homme un certain repos. Il n'est plus en lutte permanente avec son environnement et se libère du temps. Il peut réfléchir à de nouvelles problématiques. Il est certain que la pensée de la mort a grandement changé à cette période. Elle se place néanmoins dans la continuité des avancées précédentes. L'homme, désormais éleveur-agriculteur et non plus chasseur-cueilleur, se place au-dessus de la nature dans ses représentations. Son organisation sociale se reconstruit également avec l'émergence des villages. Grâce à la gestion communautaire des défunts, naissent alors les premières nécropoles, endroits dédiés aux sépultures où les ancêtres reposent. Celles-ci instaurent un véritable cadre et peuvent davantage préciser et complexifier les pratiques mortuaires qui deviennent très denses. La représentation des ancêtres s'intensifie et prend la forme d'un culte. Les morts sont régulièrement sortis de leurs tombes pour participer à des rites selon les endroits. On notera aussi l'exemple des mégalithes regroupant de nombreux défunts. Ceux-ci ont demandé énormément d'efforts pour être érigés. Imaginez-vous déplacer des énormes rochers sur plusieurs kilomètres avec les moyens de l'époque. Les hommes, par leur représentation de la mort, s'ancrent dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est véritablement au néolithique, 6000 ans avant Jésus-Christ, que nous pouvons dire que l'agriculture et les rituels s'étendent à toute la communauté humaine. Des divergences apparaissent alors au sein de l'espèce, car celle-ci domine maintenant tout le globe. De nombreux cultes particuliers seront source d'inspiration pour les premières civilisations et religions qui hériteront de cette période. Étant encore plus complexes et diversifiés, nous les évoquerons une autre fois. Pour conclure, l'évolution de notre conception de la mort est encore parsemée d'incertitudes, qui ne trouveront sûrement jamais de réponse précise. Mais celle-ci remonte sûrement à bien plus longtemps.
Selon certains, l'Homo heidelbergensis semblait déjà préoccupé par la mort. Les évolutions importantes à retenir sont notre séparation avec les grands singes il y a environ 7 millions d'années, l'émergence du genre Homo il y a 2 à 3 millions d'années, les premières sépultures il y a 100 000 ans, une complexification et une augmentation des rites il y a 30 000 ans se liant à l'art, un changement du mode de vie avec l'apparition de l'agriculture allant de 8 000 à 6 000 ans avant Jésus-Christ, permettant l'émergence de rituels toujours plus complexes, fondateurs des civilisations antiques. La science n'est pas une vérité intemporelle, et tant qu'elle acceptera de se remettre en question sur ses croyances, elle sera au moins une vérité pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt. Vous venez donc de visionner le premier épisode des Limbes du Temps, série secondaire de la chaîne sur laquelle nous essaierons de comprendre plus amplement les époques, les religions, les mythologies et plus particulièrement leur manière de traiter leurs défunts ainsi que leur vision de la mort. La parution des épisodes de cette série est complètement aléatoire. J'ai pour objectif de sortir un épisode d'un Dernier Testament tous les 15 jours et entre chacune de ces vidéos de cette série principale, j'aimerais réaliser une vidéo sur d'autres sujets, les Limbes du Temps en faisant partie. Mais d'autres idées vont certainement prendre cette place de vidéos bonus. Si aujourd'hui nous avons essayé de comprendre la représentation de la mort à travers la préhistoire, la prochaine fois, nous nous pencherons sur l'Égypte antique. Je remercie ma mère à qui je dédie cette vidéo. C'est elle à l'origine de ma passion pour l'histoire et je lui dois quelques recherches et remerciements quant à la réalisation de cette vidéo. Alors, merci maman. Je vous remercie vous aussi spectateurs d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.